M. Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Paris, c'est un peu votre chez vous, pas mal, là, de plus en plus. Un peu. Cela dit, le vrai chez moi demeure le Québec, évidemment. Mais par ailleurs, j'y travaille depuis quelques années ici. Et, vous savez, je suis de cette catégorie de Québécois pour qui la France est la mère patrie. Donc ça va. Oui, et vous êtes un poisson dans l'eau, là, dans le commentariat. Vous êtes devenu une star, quand même, dans le commentariat politique. Je me contente de faire mon boulot, moi. Mais je sais que par ailleurs, j'ai le bonheur de constater que certaines de mes analyses ont de l'écho. Vous venez de publier, Mathieu Bock-Côté, un autre livre, Les deux Occidents. En gros, vous dites que Trump a donné un coup salutaire sur le nid de guêpe, qu'il a tourné le dos au wokisme, qui a rendu les Américains plus libres et qu'au contraire, l'Europe, avec des technocrates, menace la liberté d'expression. Alors, je suis plutôt d'accord avec la deuxième partie de la présentation plutôt que la première. Trump, dans les faits, Trump, il y a le personnage avec sa brutalité, avec son caractère, mais sa personnalité autoritaire, sans le moindre doute, qui dira le contraire. Mais de l'autre côté, il y a le courant qui s'est exprimé à travers lui. Trump, c'est l'expression, on pourrait dire désagréable, l'expression brutale, mais c'est néanmoins l'expression de cette révolte qui, pour l'instant, en Europe occidentale, était contenue. Oui, mais vous dites quand même, Mathieu Bock-Côté, qu'il a libéré, que les Américains, résultat, sont plus libres que les Européens. Alors, je dis les choses autrement. Je note dans le livre, par exemple, que pour beaucoup d'Américains ont vécu ça comme une libération. Ouais. Ça, c'est une chose importante. Je dis, je ne suis pas occupé à trancher. Je note par ailleurs qu'aujourd'hui, en Europe, par peur de voir l'équivalent du Trumpisme l'emporter, on assiste, et là, c'est le cœur du livre, on assiste à un resserrement de la liberté d'expression considérable en Europe, un resserrement du périmètre démocratique, la judiciarisation de toute une série de discours qui remet en question le progressisme obligatoire, est assimilé de plus en plus à des propos haineux. Et ça, je m'inquiète beaucoup de ce que la peur du Trumpisme suscite en Europe, c'est-à-dire cette idée que puisque le peuple vote mal, il faut tout faire pour neutraliser le peuple. Oui, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez une grande parole. Personne ne vous fait taire. CNews décolle. C'est une réponse un peu facile, ça. Mais parce que ce sont les faits. Oui, mais les autres faits que je peux vous raconter. En France, je vous donne deux exemples. Il y a une proposition de loi qui a été présentée il y a quelques mois maintenant pour interdire les propos anti-républicains. Il y a une proposition qui consiste à dire qu'il faudrait interdire les propos climato-sceptiques à la télévision. Mais qu'est-ce qu'on entend dans le climato-scepticisme? Jamais, Mathieu Bock-Côté. Pas du tout. Ben non, il y en a, la preuve, sauf que ça arrive déjà. Par exemple, la chaîne pour laquelle je travaille, il y a eu une sanction avec une amende parce que quelqu'un a tenu des propos où il doutait du discours sur le réchauffement climatique. Vous êtes d'accord que les propos haineux, par exemple, dans une société, doivent être contrôlés? Ça dépend ce que vous entendez par là. Le code criminel, les propos haineux, incitation à la haine. Mais ça, c'est le problème avec ces mots-là qui sont c'est des formules très générales aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce que ça cache. Je constate qu'aujourd'hui, on nomme propos haineux toute forme de remise en question de l'idéologie dominante. Mais est-ce que ça existe? C'était ça ma question. Est-ce que dans votre barre est haute, là, mais il peut arriver que quelqu'un qui a un micro dise des choses qui ne sont pas acceptables dans une société. Mais régulièrement sur Radio-Canada, je vous le confirme, mais j'ai pas envie de vous poursuivre pour ça. Donc là, mais un instant, moi, quand j'écoute, par exemple, je crois que c'était sur Radio-Canada, toute la séquence autour de, rappelez-vous, après Black Lives Matter 2020, le discours qu'on tenait sur le Québec était, à mon avis, absolument scandaleux. On y normalisait la théorie délirante du racisme systémique. Je n'ai pas proposé qu'on vous ferme pour ça. Ah oui, mais moi, c'est des opinions contradictoires. Mais moi, je trouvais ça scandaleux. Le problème, c'est que votre scandale n'est pas nécessairement le mien. Est-ce qu'on décide de judiciariser mutuellement notre propos ou on décide de régler ça démocratiquement en débattant sans mettre les tribunaux là-dedans? Le plus large possible. On appelle ça la démocratie. Voilà. C'est-à-dire, moi, il y a deux choses qui devraient être interdites. L'appel à la violence et puis la diffamation. On va parler de l'autre chose qui vous inquiète beaucoup, l'immigration. Merci. On va s'asseoir. Bonjour. De façon globale, on ne peut pas dire que vous êtes très optimiste, Mathieu Bock-Côté. Je vous le concède. Hein? Vous êtes dans le très pessimiste. Je vous lis un passage qui m'a frappé à la fin. Mais savoir que tout périra en ce monde n'est pas une raison d'en accélérer la chute. Savoir que tout État disparaîtra un jour ne veut pas dire accélérer sa destruction. Et là, vous dites, l'homme occidental est devenu un zombie surmédicalisé qui demain se soumettra aux islamistes qui feront la loi dans son pays. Là, on est dans Houellebecq, on est dans soumission, on est dans
un imaginaire exagéré. Là. Exagéré, je ne suis pas certain. L'islamisation, par exemple, de Bruxelles aujourd'hui, l'islamisation du 9-3 en France, la Seine-Saint-Denis, ce que devient Londres en Grande-Bretagne, la pression qu'exerce l'islamisme aujourd'hui est réelle. La normalisation de pratiques qui n'étaient pas les nôtres, globalement, la normalisation du voile, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas un seul instant, tous les musulmans sont ci, tous les musulmans sont ça, je ne dis pas ça. Je dis qu'à l'échelle de l'histoire, quand un pays change de culture, change de population, il finit par changer d'identité. Et je ne pense pas être trop provocateur en disant que je n'ai pas envie que le monde occidental devienne une prolongation du monde musulman. En tout respect pour la croyance des uns des autres. Entre dénoncer des choses inacceptables et imaginer qu'il y a une horde qui arrive. Je n'ai pas dit horde. Ben, un peu, quand vous dites on va... Non, je ne parle pas d'horde, je parle de vagues. Les hordes, c'est agressif, c'est conscient, c'est militant. Des vagues. À l'échelle de l'histoire, il y a eu un changement de population très significatif en Occident, on peut en convenir, depuis une quarantaine d'années. On l'a vécu, soit dit en passant, au Québec aussi d'une autre manière, c'est-à-dire, et qu'on sous-estime à quel point l'immigration peut être utilisée politiquement à des fins politiques particulières, je trouve que c'est naïf. Par exemple, je vous ramène chez nous, à propos de quelqu'un que vous avez interviewé récemment, Jean Chrétien. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le camp du non a triché, là, que vous avez naturalisé trop de citoyens à dernière minute, que les dépenses, ça c'est un fait, les dépenses électorales ont été dépassées avec le grand ralliement. Bien, écoutez, si vous voulez commencer là-dedans, on peut aller et puis donner l'autre côté de la version. Hein. C'était pendant des années de la publicité pro-séparatiste par le gouvernement, attachez-vous au Québec, puis tu as toujours des affaires avec la mentalité de s'en aller dans cette région-là. Si on commence ce débat-là, la réalité est quoi? C'est qu'on a gagné. Si on sous-estime le fait que l'État fédéral, en 94-95, a accéléré les procédures de naturalisation pour augmenter dans le corps électoral la part de gens qui allaient voter pour le camp du non, donc instrumentalisation de l'immigration pour poser un verrou démographique sur l'avenir politique du Québec. Mais de dire que tout ce qui va mal, par exemple, le déficit public en France, vous dites, c'est essentiellement en raison de l'immigration. Je dis l'immigration joue un rôle dans le déficit public et je m'inquiète de ceux qui refusent de le mentionner. Je peux vous faire une critique des résidus du socialisme dans nos sociétés sans parler un instant d'immigration. Mais si je le faisais, je serais incomplet. Parce que par ailleurs, le poids que représente l'immigration sur les finances publiques est réel aussi. Et je n'ai pas l'impression d'exagérer en mentionnant ce fait. Je me souviens d'un débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Et c'était le même propos. Je vous signale que si tous ces émigrés s'en vont, c'est la faillite économique. Plus de la moitié des métiers qu'ils font, nous ne les ferions pas. À force de toujours dépeindre l'immigration comme étant quelque chose de négatif, on perd de vue l'apport de ces gens-là. Alors, premièrement, on va s'extraire du débat Le Pen-Tapie. Et par ailleurs, on va utiliser cette formule, ce débat. Effectivement, ça fait 30 ans, 35 ans que les gens dits de gauche nous expliquent qu'on a besoin de faire venir une main-d'œuvre à bon marché pour laver la vaisselle dans les restaurants, pour nettoyer les rues, pour travailler comme femme de chambre. Donc, autrement dit, dans le monde occidental, on s'est dit, il y a des emplois qu'on ne veut plus payer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plutôt que les payer correctement? Parce que, je vous rassure, si vous payez correctement un emploi, quelqu'un va se présenter pour le faire. Donc apparemment, non. Dans les champs au Québec, vous le savez, il n'y a aucun Québécois de souche, comme on dit, qui a envie d'aller travailler là. Un instant, là, vous réduisez la question des champs. Ça nous rappelle, je ne suis pas particulièrement marxiste, mais ceux qui voient dans le salariat un esclavage, quelquefois, on a l'impression que c'est vrai. Donc, on nous dit qu'il y a des secteurs de la vie économique qui ne peuvent tenir qu'à condition de faire venir des gens qui vont être sous-payés, qui vont avoir moins de droits sociaux, qui ne pourront pas revendiquer. Je ne pense pas que ce soit un progrès comme société que d'institutionnaliser une catégorie de travailleurs sous-payés pour être capable de se délivrer du devoir de correctement payer ses employés. Est-ce que l'immigration peut avoir un apport positif? Qui dit le contraire? Mais je vous pose la question parce qu'on vous entend rarement parler de l'aspect positif. Et qu'est-ce qui est massif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, je parle de l'immigration massive. Pourquoi? Parce que sur le plan individuel, dans nos vies, il y a des tonnes de gens de différentes origines qu'on rencontre. Et ça enrichit une société. Ça peut, mais ça peut ne pas enrichir aussi. Ça peut aussi. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Ensuite, ça peut ne pas. Mais puisque tout le monde est occupé à dire ça peut, eh bien, je dis qu'il faut quand même qu'il y en ait un qui dit de temps en temps ça ne peut pas. Je ne considère pas, quant à moi, que la présence, de plus en plus présente, du voile islamique dans nos sociétés soit un enrichissement. Franchement, je ne le considère pas. À l'échelle de l'histoire, l'immigration massive, globalement, a plus d'effets négatifs que positifs. Ensuite, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se sont installés ici doivent repartir, qui sont des diables. Je ne pense pas ça un instant. Si je peux me permettre, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais on peut intégrer dans notre existence très proche des gens qui sont d'origine, à tout le moins à moitié, comme qui dirait, étrangère.
Il n'y a pas de souci avec Votre ça. femme, vous faites référence à votre femme. Moi, je crois que j'ai été assez clair comme ça. Est-ce que ça ne passerait pas mieux, votre autre message, en disant l'immigration est une grande richesse dans une société aussi, si vous voulez me et qu'ils ne sont pas responsables de tous les maux? Mais Patrice Roy, vous me demandez en ce moment de commencer mon propos en récitant une prière. Donc, l'immigration est une grande richesse dans toute société. Non, vous me dites que mon c'est une propos question- passerait mieux si je commençais par cette prière. Moi, j'ai vous le dis- souci de l'exactitude, de mon point de vue. De mon point de vue, ça se peut que je me trompe. Et de ce point de vue, comme je dis, je ne parle pas des gens individuellement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un apport qui peut venir avec l'immigration. Évidemment, à l'échelle de l'histoire, qui dira le contraire? Je dis qu'au moment historique qui est le nôtre aujourd'hui, l'immigration massive qui frappe l'ensemble des sociétés occidentales est globalement plus négative que positive. Si, pour dire cela, je dois ajouter la petite prière en disant, par ailleurs, C'est pas une prière. mais vous Là, m'avez dit de commencer. Vous me ridiculisez. demandez de commencer par cette phrase pour D'accord. avoir l'air plus gentil. Je vous dis que je ne me sens pas obligé de prononcer cette prière. Très bien. Au Québec, Mathieu Bock-Côté, cette question-là divise aussi. Le mouvement souverainiste est divisé. Pas Là. tant que ça. Hein. Le Parti québécois est assez clair sur ça, sur la question Non, de l'immigration non, massive. mais Québec solidaire. Le groupuscule nommé QS? Donc, vous ne voyez pas QS participer à une marche vers Bien sûr que l'indépendance? si. Ah non, ben moi, ça, c'est faux. Ça, moi, j'ai une vision. L'indépendance, pour moi, c'est sous l'effet de la coalition. Il y a de la place pour tout le monde dans le mouvement national, à gauche, au centre, à droite. Que vous soyez socialisant, que vous soyez libertarien. En 95, j'aime le rappeler, on avait dans la coalition nationale, dans le camp du oui, il y avait Éric Duhem et il y avait Françoise David. Il y avait Jean Garon, Exact. il y avait Louise Arel. Et ça, pour moi, le camp national, le camp de l'indépendance du Québec, doit rassembler tous ceux pour qui le Québec est d'abord leur pays. Donc, peu importe le contexte, vous êtes convaincu, si le Parti québécois remporte la prochaine élection, que les Québécois doivent être appelés à décider encore une fois, qu'il y a une troisième période obligatoire. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire, la troisième période est le moment attendu. Je considère que c'est une question existentielle pour nous. Ensuite, les détails du moment référendaire ne m'appartiennent pas. Nous autres, c'est dans les stratèges et les théologiens péquistes. Mais vous seriez déçu si le PQ arrivait au pouvoir, si le référendum ne se faisait pas. Là, Moi, je répète depuis un bon moment déjà que ne pas tenir le troisième référendum, c'est le perdre. Ne pas le tenir, c'est le perdre pour une raison très claire. Les conditions démographiques sont telles que dans 15, 20 ans, 10 ans peut-être, ça ne sera plus possible de gagner une majorité pour le oui. Il y a quelques années à peine, le Parti québécois, on écrivait sa rubrique nécrologique. On considérait qu'il était mort. Aujourd'hui, avec un programme clairement indépendantiste, la promesse de tenir un référendum et un argumentaire indépendantiste clair, il est revenu au premier dans les sondages, on verra si ça dure, et, autrement dit, il a remobilisé l'électorat indépendantiste en attente. Il lui appartient désormais de convaincre ceux qui restent à être convaincus. Ils sont nombreux, mais ils viendront, je crois. Et ça montre aussi l'importance que ce projet-là soit inclusif. Là. Il faut accueillir tout le monde dans cette Vous connaissez un crétin qui dirait qu'il veut que le projet soit exclusif? Non, non, mais c'est pour ça que c'est délicat, les discours sur l'immigration. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commence. s'inquiètent. Non, Non, mais tout est relié, là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens de QS. Oui, QS, oui, non, mais et d'autres en société, les universitaires qui ont écrit une lettre au devoir. Oui, si je peux me permettre, je pense que cette mouvance existe, il n'y a pas de doute. Mais vous noterez que le souverainisme est revenu à l'avant-scène en assumant pleinement sa dimension identitaire. Et identitaire ne veut pas dire exclusif de qui que ce soit. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a au Québec? Il y a une majorité historique francophone. Il est possible de rejoindre cette majorité historique francophone. Il est possible de s'y additionner. Il est possible de l'embrasser. Il est possible d'apprendre à dire « nous » avec elle. On l'a toujours fait dans notre histoire, ça. Par ailleurs, on n'est pas naïf sur l'immigration. Quand René Lévesque dit en 70 qu'il y a 2 ministères de l'immigration au Canada, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Quand Gérald Godin dit en 77, Saint-Gérald Godin, l'immigration nous étrangle. Je dis pas ça moi-même, soit dit en passant. Donc, Il a pas mal changé d'idée, Godin. Il a été un de ceux les plus ouverts. Là. Vous le savez. Mais je considère que je me suis rendu très ouvert, moi. Oui. Mais très honnêtement, je considère... Donc, je suis d'abord ouvert au premier élément. Je pense qu'il faut être ouvert aux Québécois francophones. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus les francophones qui vont voter oui que les anglophones. Je pense que c'est pas être fermé que de reconnaître cette donnée élémentaire, mais il y a de la place pour tout le monde dans le mouvement national, dans le projet national. Ça va de soi. Si, comme vous le souhaitez, le Parti québécois remporte la prochaine élection, s'il y a une campagne référendaire, il y aura des débats houleux. Est-ce qu'on peut faire ce débat-là de manière civilisée? On l'a fait en 95. Oui. La meilleure manière de tenir ça de manière civilisée, c'est que d'un côté, le camp fédéraliste n'accuse pas les souverainismes de racisme ou de xénophobie. Puis de l'autre côté, les souverainistes n'accusent pas le camp d'en face de pas aimer le Québec ou de trahison, ainsi de suite. C'est possible, ça. Mais pour l'instant, je note que les accusations de racisme sont nombreuses.
Parce que, par ailleurs, les accusations de racisme fonctionnent moins qu'hier. Donc, on viendrait parce qu'à un moment donné, les gens en ont marre de se faire traiter de raciste à temps plein. Mais est-ce que vous reconnaissez pas, Mathieu Bock-Côté, que dans nos sociétés, on a fait du progrès pour donner des droits à des gens qui n'en avaient pas? Vous pensez à quoi? Ben, je pense aux personnes handicapées, je pense aux personnes racisées, je pense aux gays, il y a beaucoup de minorités sexuelles. Prenons que le droit des femmes. Mais est-ce que vous m'avez déjà entendu d'une manière ou de l'autre m'opposer au droit des femmes? Mais vous mettez souvent dans le même panier tout ce qui avait pour objet d'améliorer le sort de minorités. Ben, si je peux me permettre, c'est vous qui les mettez dans le même panier. Ce n'est pas un progrès pour moi que de faire semblant que les sexes n'existent pas. De la même manière, ce n'est pas un progrès pour moi d'accorder à quelqu'un un travail en fonction de sa couleur de peau. Qu'il soit noir, blanc, mauve avec des points verts, comme aurait dit Falardeau. Si on ne peut pas embaucher quelqu'un parce que c'est un homme blanc, je considère qu'on est devant une politique clairement raciste. Jamais dans l'histoire, vous croyez, dans nos sociétés, n'a-t-il fallu, pour accélérer le progrès, de favoriser un groupe plutôt que l'autre? Jamais ça n'a été acceptable. Cette espèce de réduction de l'individu aux catégorisations ethniques ou sexuelles pour le transformer. Vous n'êtes plus un individu, vous êtes un échantillon représentatif. Mais de respecter la différence, ça ne nous coûte rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, respecter la différence en soi? Reconnaître que quelqu'un est différent de nous. Ben, différent quoi? Je veux dire, si je peux me permettre... Le mariage du même sexe, par exemple, c'est un gros débat. Les Raéliens sont différents de nous? Non, mais mariage du même sexe, j'ai connu ça. Mais est-ce que je me suis opposé? Est-ce que j'ai dit quelque chose là-dessus? Mais ça a été une évolution. Non, mais un instant, vous me dites la différence. Mais au nom de la différence, on va nous vendre aussi le voile islamique. Au nom de la différence, on va nous vendre aussi, par exemple, l'idée que certaines peines de prison doivent être atténuées. Et je n'aime pas ensuite les politiques qui nous enferment dans des catégories socio-ethniques particulières. Donc, moi, je suis contre ces politiques d'EDI, équité, diversité, inclusion, il appelle ça comme ça. Pour moi, dans les faits, c'est de la discrimination raciale et sexuelle orientée, mais puisque c'est contre les Blancs, apparemment, c'est bien. Mathieu Bock-Côté, qui vous voyez chaque soir avec notre amie Christine Kelly. Bonjour. Mathieu Bock-Côté, vous êtes une des vedettes de CNews ici, qui est la chaîne numéro 1 maintenant d'information. Je vous soumets qu'on est bien au Québec encore, qu'on a 2 réseaux de nouvelles continues qui ne sont pas marqués idéologiquement. On n'a pas de Fox News, on n'a pas de CNews, on n'a pas... Est-ce que c'est pas dangereux que d'avoir des réseaux qui deviennent des chambres d'écho, pour reprendre l'expression? Alors, premièrement, je ne mettrai pas CNews dans la même catégorie que Fox News. Non? C'est une vraie question. Non, c'est sérieusement non. Deuxièmement, et vous me pardonnerez de répondre aussi très honnêtement, je n'associe pas, quant à moi, Radio-Canada à une chaîne neutre. Radio-Canada, pour moi, une orientation idéologique, une orientation marquée, avec un souci de pluralisme interne. Mais il y a une ligne de fond, me semble-t-il, à Radio-Canada, ce qui, de ce point de vue, existe aussi dans les médias publics. On l'a vu avec la BBC, on le voit en France avec France Inter et France Culture. Oui, donc, les médias publics... là, je m'objecte. RDI puis LCN, vous changez parfois le petit indicatif, puis vous ne savez pas qu'est-ce que vous écoutez. Pour le dire dans la langue du conquérant, agree to disagree. Mais je pense... Je ne dis pas qu'il n'y a pas du bon journalisme à Radio-Can, loin de là. Mais je dis que je ne me ferai pas d'illusions exagérées sur la neutralité supposée de Radio-Canada. Mais quand même, Mathieu Bock-Côté, là, quand même. J'ai écouté une chambre d'hôtel, je préparais les entrevues, CNews, et pendant 12 heures, on a parlé d'immigration, là. L'immigration incontrôlée, c'est la perte de contrôle du droit d'asile, c'est la perte de contrôle du regroupement familial, c'est la perte de contrôle de l'immigration de travail dans les faits au service d'un patronat qui souvent a besoin de cheap labor. Est-ce que c'est pas là où si on grossit certaines choses? Vous considérez qu'on grossit la question de l'immigration, on peut penser qu'elle est à ce point centrale qu'il faut lui accorder une place majeure dans le débat public. Et on peut penser inversement que dans d'autres réseaux, eh bien, on décide de traiter la question de l'immigration comme un sujet presque marginal, alors qu'il est central. Alors, CNews, même heure, chaque soir? Oui, à peu près. Aux 2 rue des Cévennes. Allez-y. Merci. Vous n'exagérez pas l'insécurité, par exemple. Ah non, je pense pas. Ça, franchement, non. L'insécurité, c'est pas pour rien qu'on en parle autant dans les médias. C'est parce que c'est un sujet dont une très bonne partie de la population fait l'expérience régulièrement. Transport en commun. Transport en commun, dépendamment des quartiers où vous vous retrouvez, l'heure à laquelle vous vous promenez, le nombre de femmes qui, par exemple, aujourd'hui, à partir de 22 heures, ne prennent plus les transports en commun. Le lien entre immigration et insécurité, la surreprésentation notamment des étrangers dans la délinquance dans les transports en commun, c'est factuellement établi. Est-ce que ça exclut tout vivre ensemble, la fameuse expression? Ça veut dire quoi, ça? Vivre dans une ville
diverse, avec des gens qui viennent de partout. Je serais bien triste, finalement, que toutes les métropoles finissent par se ressembler, c'est-à-dire la même fausse diversité, le même Starbucks partout, le Oui, même mais ça, aéroport. c'est la mondialisation. C'est pas ça qui est l'ennemi numéro un de la singularité des États. Je suis heureux qu'à Paris, on retrouve la culture française. Je suis heureux... Oui, mais ça, Mathieu Bocoté, Oui, mais je serais... Vous allez c'est voir... pas menacé demain Non, mais matin, non, vous quand allez même. voir, je suis rusé. Donc, je serais heureux que demain, à Montréal, je retrouve la culture québécoise et la langue française. Alors ça, je suis pas certain qu'on risque de l'avoir pour longtemps. Si, au nom du vivre ensemble, il faut consentir, par exemple, à l'effacement progressif Oui, du français à mais- Montréal, ben, j'ai pas envie de ce vivre ensemble-là. Ensuite, je suis pas dans le cadre Mais une du ville vivre... homogène, ça n'existe pas. Je suis pas dans Depuis le le cadre... Moyen-Âge, ça n'a pas existé. Mais voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé de ville homogène. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on ait une ville cosmopolite, mais le cosmopolitisme qui s'ancre dans une culture. Alors qu'aujourd'hui, le multiculturalisme consiste à expulser symboliquement le peuple des références d'un pays. Mais ensuite, que Montréal soit plus cosmopolite que Bois-des-Filions. Hein? Et puis que... voilà. OK, mais oui, c'est pas une surprise que je sois favorable à ça. C'est comme si vous me dites 2 + 2 = 4. Oui, ha ha! Non, oui, les métropoles sont cosmopolites, mais ce cosmopolitisme porte l'empreinte du pays où cette métropole se trouve. Il y a eu des maladresses aussi dans l'histoire. La phrase de Jacques Parizeau a fait reculer Ah ben, c'est le moyen avec le traitement qu'on y a réservé. Moi, je trouve que... le traitement. Comment ça, le traitement? Ben, il y a 2 manières de traiter cette phrase-là. M. Parizeau, avec une formule maladroite, s'est désolé du fait que, par ailleurs, certains disaient, en tant que membre de telle ou telle communauté, votez non. Non, mais donc, M. Parizeau a c'est pas été... ça qui... il a Bocoté, c'est pas ça qui a choqué. Ce qui a choqué, il a dit, est-ce qu'on peut, nous, se parler entre nous et vouloir quelque chose pour nous? Non, C'est un ça qui- instant. Ce qu'il note, M. Parizeau, en 95, c'est qu'il note au 30 octobre au soir que le groupe là, humain pour lequel il y a un projet indépendantiste au Québec, ce sont les francophones. Historiquement, ça ne veut pas dire que tous ne doivent pas y adhérer. Je vous demande si vous ne trouvez pas que ça fait reculer. Ah quand ben même. non, mais évidemment, il n'aurait pas dû dire ça, c'est la question. Mais je voudrais, moi, ce qui me choque, moi, c'est qu'on ait utilisé de cette manière, qu'on ait diabolisé un homme aussi honorable que M. Parizeau pour une formule maladroite, alors que le vrai scandale, c'est Ottawa qui a agi contre les règles démocratiques du Québec, qui n'a pas respecté la loi référendaire. C'est une déclaration maladroite. Dans l'autre cas, ce sont des politiques utilisées par un État pour empêcher un peuple d'accéder à l'indépendance. Je ne sais pas quelle est votre hiérarchie des faits, mais je considère que ceux que j'évoque me semblent, comme vous avez dit, inacceptables. Vous lâchez jamais. Ben, je peux faire semblant d'être d'accord avec vous pour donner l'illusion de la réconciliation. Est-ce que vous cherchez, en terminant, à être aimé par ceux qui vous aiment pas du tout au Non. Québec? Pas du tout. Ben, moi, d'abord tout, je tiens à être aimé par mes proches, par les gens que j'aime. Mon épouse, ma famille immédiate, mes amis, j'espère qu'ils m'aiment. J'espère qu'ils me respectent, bon. Ensuite, au-delà de ça, ça dépend. Vous savez, ça, pour avoir fait l'expérience de la diabolisation dans les médias, il y a des moments où on nous aime beaucoup, puis il y a des moments où on nous aime plus du tout, puis il y a des moments où on est formidable, puis il y a des moments où on est un monstre. Je suis, bien honnêtement, assez indifférent à ça. J'essaie de faire mon travail le plus honnêtement possible, puis si tout le monde m'aime avec ça, puis dit kumbaya, ben tant mieux, puis si c'est pas le cas, tant pis. Ma femme dit parfois, elle me dit, enlève une bûche, c'est quand je suis un peu énervé puis que je parle fort et tout ça. Est-ce que vous vous dites des fois, enlève une bûche pour essayer d'apaiser les discussions? Non, je trouve que les autres font trop l'économie du feu de foyer. Dans un Québec où on fait trop souvent l'éloge de la tiédeur, je me dis que je peux peut-être rajouter une bûche. Mais je ne la rajoute pas simplement pour mettre le feu. Hein. Je vous dis simplement qu'à un moment donné, s'il manque d'énergie, aussi bien en fournir. Bon, ben Mathieu Bocoté, bon éditorial. Merci infiniment. Merci. Au grand plaisir.